Bonjour les amis, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, peut-être un petit peu longue, une vidéo sur notre ligne de mouillage. Vous savez, quand on part en tour du monde à la voile, on passe l'essentiel de notre temps au mouillage, c'est-à-dire à l'ancre, pour utiliser un terme plus courant, comme on est actuellement. Là, on est au mouillage à Coralejo, au nord de Fuerteventura, aux Canaries. La ligne de mouillage, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, c'est constitué de plusieurs éléments. On apprend ça dans les bibles, dans le cours des Glénans, dans les cours de voile, sur des sites internet spécialisés, dans des forums, un peu partout. Moi qui ai dû tout apprendre avant de partir pour notre tour du monde, initialement sur Jasmin et maintenant sur Tiama, il a fallu que j'apprenne tout, que je comprenne tout et que je fasse des choix qui sont les miens, éclairés, et c'est ce que je vais essayer de vous restituer aujourd'hui. Bon, être au mouillage quand tout va bien, quand il n'y a pas beaucoup de vent comme aujourd'hui, quand il n'y a pas de houle comme aujourd'hui, c'est assez facile, c'est à la portée d'à peu près tout le monde, et à peu près n'importe quelle ligne de mouillage posée à la va-vite sur un fond de sable va tenir à peu près n'importe quel voilier, petit ou gros. C'est ce qu'on peut constater sur les mouillages un peu encombrés en Méditerranée, là où on a fait nos armes, à Porquerolles. C'est ce qui explique qu'il y ait des dizaines et des dizaines et des dizaines de bateaux, là où, selon moi, en sécurité, s'il y avait le vent qui se lève ou la houle qui se lève, au moins la moitié ne sont pas installés correctement. Donc il a fallu mettre en place tout ça. Et en tant que jeune marin, ça a été pas mal de boulot, je vous le restitue aujourd'hui. Alors la ligne de mouillage de Tiama, elle est constituée de quoi? Elle est constituée de trois choses. La première chose, c'est son ancre. Je vais vous en parler en détail. La deuxième chose, c'est sa chaîne. Ça, tout le monde connaît, la chaîne. Et la troisième chose, c'est moins connu. C'est deux éléments sur un catamaran. C'est la patte d'oie. Je vais vous expliquer vraiment à quoi elle sert. Et le câbleau de rallonge de la ligne de mouillage. Je vais vous expliquer son utilité sur un catamaran. Je vous ferai aussi un petit rappel sur ce qu'il y avait sur Jasmin, pour ceux qui regarderaient la vidéo, qui pourraient transposer tout ça sur leur propre installation, sur leur monocoque, où il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises. Bon, tout d'abord, l'ancre. L'ancre, c'est facile, c'est ce qui tient le bateau au fond de l'eau. C'est censé être équivalent à un point fixe sur lequel va être accrochée la chaîne, sur laquelle va être accroché le bateau. On comprend bien que si l'ancre se balade quand le vent forcit ou que le bateau tire, l'ancre ne sert à rien. Ce qui fait les caractéristiques d'une ancre, c'est sa forme, c'est son poids, principalement. Historiquement, les ancres avaient des formes, pour nos voiliers, avaient des formes, on appelle ça en soc de charrue. Si vous avez déjà vu une charrue, vous savez ce que c'est. C'est quelque chose qui est en forme de V, et une fois que c'est planté, plus on tire dessus, plus ça fait un sillon profond. Mais ça fait un sillon, c'est le principe de la charrue. C'est comme ça qu'on fait un sillon avant une plantation. Les ancres en soc de charrue ont donc cette caractéristique de se planter assez facilement dans le sable, voire dans la vase, ça tient bien, mais sous forte charge, ils vont faire un sillon dans le sable, et le bateau petit à petit va reculer, va décrocher, ce qui peut s'avérer dangereux, en particulier sur le mouillage sur lequel nous étions ici il y a quelques jours, où 30 mètres derrière nous on avait les déferlantes pour les surfeurs. Ces ancres ont été remplacées depuis quelques années par des ancres de nouvelle génération. C'est ce que nous avons. Alors en France, la plus connue, c'est la Spade, l'encre un petit peu jaune. Chez les Néo-Zélandais, on a la Rockna qui est excellente. On a la Mantus, on a la Ultra. Enfin, on a 3, 4, peut-être 5 fabricants d'encre de nouvelle génération. Ces encres ont une forme de soc de charrue inversée, c'est-à-dire que quand elles vont se planter, plus on va tirer dessus, plus elles vont s'enfoncer dans le sable, dans une certaine limite évidemment, mais plus on va tirer dessus, plus elles vont s'enfoncer, donc faire un point fixe. C'est ce que j'ai choisi pour Tiama, c'est ce que j'avais choisi pour Jasmin. Actuellement, j'ai une encre, je peux aller vous la faire voir. Ah, bah non, je peux pas vous la faire voir, elle est au fond de l'eau, on est au mouillage, je suis un peu bête des fois. Bon, c'est une Spade je vais vérifier, mais 35 ou 45 kg, une taille au-dessus de ce que le fabricant d'encre conseille pour notre bateau. Je voulais quelque chose qui tienne vraiment bien et qui soit assez lourd pour nous tenir dans toutes les conditions pour un tour du monde. Nous sommes plusieurs à avoir fait le même choix de la même encre pour le même bateau.
donc une taille au-dessus de ce que préconise le constructeur. Mais, alors je vous donne le fond de ma pensée, c'est un mauvais choix. Alors c'est un mauvais choix, il paraît correct au départ, puisqu'on se dit il faut que l'encre tienne bien, et si elle est plus lourde, elle tiendra mieux, et c'est vrai. Le problème, c'est qu'une encre lourde, quand on la laisse tomber dans l'eau, elle va se poser, sa pointe va un petit peu s'enfoncer dans le sable si elle est posée bien verticalement, ce qui n'est pas toujours évident. Quand on est dans quelques mètres d'eau, on voit comment l'encre est positionnée. Quand on est dans 5, 6, 8, 10, 12 mètres, comme parfois nous mouillons, l'encre, on ne voit pas trop comment elle se pose. Et parfois, elle va se poser sur le côté. C'est-à-dire qu'elle a la pointe qui touche le sable, et elle a l'un des côtés, l'une des oreilles, si je puis dire, qui touche le sable dessus. Traditionnellement, qu'est-ce qu'on fait? On met quelques mètres de longueur de chaîne supplémentaire pour tenir le bateau, et on met une marche arrière franche pour enfoncer l'encre, pour la tanker, pour l'ancrer dans le sol, pour être sûr qu'elle est bien prise. Là, la chaîne se tend fort, on sait que l'encre a bien croché, et là on déroule la longueur de mouillage, j'y reviendrai, qui est nécessaire pour une installation en sécurité. Le problème, quand l'encre est un peu lourde, c'est que le poids même du bateau et l'énergie qu'on a tendance à donner en marche arrière pour crocher l'encre peuvent ne pas être suffisants pour redresser l'encre dans sa position d'installation normale et l'enfoncer au départ dans le sol. Moralité, la chaîne va se tendre sous le poids de l'encre qui est un petit peu pris sur l'oreille, qui est un petit peu pris dans le sable. On a l'impression que l'encre est prise dans le sable, et ça n'est pas le cas. D'ailleurs, plusieurs fois, il nous est arrivé, quand on va vérifier notre mouillage avec Béatrice, l'un ou l'autre, on est bien installé, on a la chaîne qui est bien déployée, qui est posée sur le fond, c'est super, on est tranquille, et on va voir l'encre, et l'encre est non pas complètement enfoncée dans le sable, mais en partie en surface, sur le côté. Ça veut dire que si on avait un gros coup de vent, ça ne tiendrait pas. La réflexion qui est la mienne, que je n'ai pas encore abouti, c'est est-ce que ça vaut pas le coup que je revende cette encre un tout petit peu trop lourde pour Tiama, et que je prenne celle qui est conseillée par le fabricant, parce que le fabricant tient compte de ce genre de considération, et que l'encre un peu plus légère, c'est vrai qu'elle tiendra moins par son propre poids, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est de s'enfoncer dans le sol facilement. Et tous ceux d'entre nous, et on est nombreux qui avons fait le choix d'une encre un peu plus lourde, je pense qu'on s'est trompé de choix. Il fait beau, on est sur un catamaran, alors profitons-en. Je continue sur mes histoires de lignes de mouillage. Dernier point, l'encre que j'ai choisie, elle est en acier galvanisé. Certains choisissent une encre en inox. C'est super, c'est joli, c'est 2 fois le prix. Ça tient pas mieux. Ça s'oxyde un peu moins vite dans le temps, mais ça nécessite toute une ligne de mouillage en inox. Ça a plein d'avantages, j'en parlerai tout à l'heure. C'est pas le choix que j'ai fait. Deuxième élément majeur de la ligne de mouillage, c'est la chaîne. La chaîne, tout le monde sait ce que c'est. Là, ici, sur Tiama, on a une chaîne en acier galvanisé qui est fabriquée par les chaîneries Limousine en France. C'est une chaîne, techniquement, c'est une Force 7 grade 70, c'est-à-dire une chaîne plus résistante qu'une chaîne en acier galvanisé ordinaire qui est souvent livrée par les chantiers navals. Chez Outremer, c'est typiquement la chaîne qu'ils livrent en standard. Le premier usage d'une chaîne, une fois qu'elle est fixée sur l'encre, c'est de relier l'encre au bateau. Et son premier usage, comme elle est en métal, c'est qu'elle va moins s'user sur le sable, sur les rochers, sur les éventuelles patates de corail si on ne fait pas attention, sur les obstacles qu'il pourrait y avoir au fond de l'eau. Donc elle est durable, là où un cordage en quelques jours parfois, quelques heures ou quelques semaines tout au plus, finirait par s'abîmer, par se sectionner, et on perdrait le bateau. Donc la première raison d'être de la chaîne, depuis toujours, c'est de relier l'encre au bateau de façon solide. Il y a un second usage de la chaîne qui est moins connu, mais bon, qu'il y a un petit peu, qui est de servir un petit peu d'amortisseur, d'avoir un rôle d'élastique dans le mouillage. Je m'explique. Si on prend une rafale de vent et que la chaîne est tendue entre l'encre et le bateau, qu'est-ce qui va se passer?
C'est toute l'infrastructure du bateau, je vais vous le faire voir tout à l'heure, qui va prendre un coup. C'est le davier, c'est-à-dire le point sur lequel la chaîne est reliée au bateau à l'avant du bateau. C'est le guindeau, l'appareil qui est derrière moi, qu'on ne voit pas parce qu'il est dans un coffre. C'est le guindeau, c'est-à-dire l'appareil qui déroule ou qui renroule la chaîne. Et s'il y a une vraie grosse rafale de vent ou une grosse houle, on peut arracher une partie de tout ça et abîmer le bateau et donc potentiellement perdre le bateau qui va décrocher et peut-être aller s'échouer sur une plage ou se mettre sur une falaise. Donc le rôle de la chaîne, il est très très connu, c'est de la physique fondamentale simple. Comme elle est lourde, elle va, en temps normal, elle va faire une espèce de jolie petite courbe en cloche, on appelle ça la théorie de la physique correspondante, c'est la théorie de la chaînette. Elle va faire une jolie petite courbe sous son propre poids, ce qui fait qu'au niveau de l'ancre, elle va être quasiment posée sur le sable, ce qui est le cas à ce moment pour Tiama ici, et elle va remonter gentiment vers le bateau. S'il y a une rafale, ça va se tendre, le bateau va reculer de quelques mètres, c'est généralement suffisant pour absorber l'énergie de la rafale, et quand la rafale va baisser, le poids de la chaîne va lui redonner sa position, le bateau va réavancer un petit peu, et voilà, il va avancer un petit peu, reculer un petit peu, et sans aucun à-coup, sans faire travailler ni le matériel sur le bateau, ni l'ancre qui va, lui, ne pas se rendre compte de la charge. Le poids de la chaîne permettant de tirer sur l'ancre à l'horizontale au fond de l'eau. On comprend bien que si on tire à l'horizontale sur une ancre au fond de l'eau, il va tenir beaucoup mieux que si on tire verticalement, puisque en tirant verticalement, on le remonte. Il y a une certaine logique là-dedans. Donc le rôle de la chaîne, c'est de servir d'amortisseur et d'éviter de tendre la chaîne et d'avoir la chaîne tendue en temps normal. Ça, c'est son rôle le plus courant. Le fait de tirer sur l'ancre à l'horizontale, c'est le troisième rôle essentiel de la chaîne, je viens de vous le décrire. Ce rôle est nécessaire et c'est lui qui va conditionner la longueur de chaîne qu'on va dérouler entre l'ancre et le bateau. La fameuse longueur de la ligne de mouillage qui fait tant parler, qui fait tant écrire dans les bouquins, dans les forums, dans les sites internet, dans les blogs comme je le fais aujourd'hui. C'est une immense question. Combien de longueur de chaîne on met, ça je vais vous en parler. Concernant la chaîne, avant de vous parler de la longueur, je vous ai tout à l'heure parlé un petit peu du matériau. Moi je vous ai dit que c'est une chaîne en acier galvanisé de haute qualité. Il existe des chaînes en inox. Alors les chaînes en inox, c'est 2 fois le prix, c'est le même poids. C'est la même résistance. Elles ont un gros avantage, c'est que quand on va les remettre dans la baille à mouillage, dans le coffre qui reçoit la chaîne, quand on remonte l'ancre, elles vont se déployer et s'empiler très proprement toutes seules, spontanément. Donc c'est beaucoup plus efficace, alors que nous ici, la chaîne est grosse, il faut l'aider un petit peu à s'empiler proprement, sinon ça fait une espèce de pyramide qui va déborder à côté du coffre. Les chaînes en inox ont un inconvénient, mais il est majeur, il est très rare, mais il est majeur. C'est que l'inox, il ne va pas se déformer ou travailler comme l'acier galvanisé, c'est-à-dire qu'il va subir des tensions énormes, les mêmes tensions à peu près, mais là où nous on va commencer à déformer quelques maillons, enfin on va déformer là un petit peu la chaîne sous une très forte tension au-delà de sa charge de travail réputée, le maillon en inox, lui, il va commencer à faiblir et il peut arriver qu'un maillon, un seul suffit, qu'un maillon casse l'inox. C'est très très solide, mais ça casse comme du verre, c'est une espèce de cristal en fait. Là où nous, une chaîne en acier galvanisé, le maillon ne va pas casser, au pire il se déforme, et au pire on ne peut pas remonter le mouillage, mais c'est pas grave, on coupe, on largue et on s'en va. Une chaîne en inox, s'il y a un maillon qui casse, c'est toute la chaîne qui tombe et le bateau s'en va. C'est plus cher, c'est plus joli, au quotidien c'est plus pratique, ça s'oxyde moins, ça s'abîme moins, mais le risque d'avoir un maillon qui casse, qui est extrêmement faible, qui est quasi nul, moi je ne voulais pas y faire face. Donc on a pris une chaîne en acier galvanisé. Alors quelle longueur de chaîne déployer? C'est la vaste question. La longueur de chaîne déployée, il est d'usage de faire une petite multiplication entre la hauteur d'eau et la force du vent, la résistance à laquelle on veut faire face. La première chose, la hauteur d'eau. Une partie des plaisanciers, moi le premier quand j'ai commencé à apprendre, on considère que c'est la profondeur. Et c'est faux. La hauteur d'eau,
c'est la hauteur entre le fond de l'eau et le davier, c'est-à-dire le point à partir duquel la chaîne se déroule sur le pont du bateau. Le davier sur Tiama, il est quelque chose comme 2 mètres, un peu plus de 2 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Moralité, ici on est dans, on va dire 4 mètres d'eau à marée basse. La hauteur d'eau que j'utilise, c'est 6 mètres, voire 7 mètres si je veux tenir compte des petites vagues qu'il y a. Donc la hauteur d'eau, c'est la profondeur à marée haute. On l'oublie souvent, la marée, surtout comme nous qui avons appris en Méditerranée. C'est la profondeur dans laquelle on va mouiller à marée haute. Les jours de grande marée auxquels on peut s'attendre pendant le séjour qu'on va avoir, auquel on rajoute la hauteur entre le niveau d'eau et le davier. C'est ça la hauteur d'eau. Le coefficient multiplicateur, on trouve de tout comme règle. Dans les bouquins, on dit on mouille entre 3 et 5 fois la hauteur d'eau selon les conditions de vent. 3 fois, c'est le strict minimum, c'est ce que les gens mettent à Porquerolles, c'est largement insuffisant. Il n'y a pas de marée, c'est vrai, mais si le Mistral se lève ou s'il y a un petit peu de houle qui se met en place, 3 fois, la moitié des bateaux décrochent. 5 fois, ça commence à être un petit peu plus sérieux, ça fait beaucoup, mais on imagine bien que si on a, mettons, 6 mètres de profondeur plus 2 mètres, donc 8 mètres de hauteur d'eau, 5 fois, 8 x 5, 40, hein, vous avez compris, c'est-à-dire qu'on va voir l'ancre à 40 mètres, un tout petit peu moins en fait, puisqu'il y a la chaînette, hein, vous vous souvenez. On va avoir l'ancre à 35-40 mètres devant nous. Si le vent tourne, notre bateau, il va tourner dans un cercle de rayon 35-40 mètres. Ça lui fait une bonne emprise sur le bassin. Il faut qu'il y ait vraiment de la place et pas de rochers sur les côtés. C'est pour ça que beaucoup de plaisanciers rechignent à mettre une telle longueur. Maintenant, à quoi sert le coefficient multiplicateur et quel est celui que j'utilise, vous allez tout savoir. Bien, alors le coefficient que j'utilise, je l'ai appris en regardant les vidéos d'un skipper pro qui donne des cours, qui forme et qui accompagne des navigateurs en Patagonie. La Patagonie, je vous rappelle, hein, c'est au sud de l'Amérique du Sud, là où il y a Ushuaia, le Cap Horn, des conditions de mer dantesques une grande partie de l'année, des prévisions météo tout à fait fantaisistes, des mouillages compliqués dans de la roche, dans du sable, des choses un petit peu complexes. La règle utilisée par Skip Novak, le skipper en question, que j'ai adoptée depuis toujours, depuis que je la connais, c'est simple. Là où on va s'installer, on regarde pendant les jours où nous allons y rester, quel est le vent le plus fort que nous allons pouvoir affronter d'après les prévisions météo que nous avons, et on affine au fur et à mesure. On prend ces vitesses de vent en Beaufort. Je ne vous refais pas un cours sur l'échelle de Beaufort, c'est ce que la plupart des marins dans le monde entier utilisent. Et on prend le niveau Beaufort du vent comme coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que ici, à Coralejo, si je me dis tiens, on va se prendre un Beaufort 5 dans 2 jours parce que le vent va tourner, on a une fin de dépression qui va nous tomber dessus, eh ben, je multiplie ma hauteur d'eau par 5, même si aujourd'hui c'est tranquille. Comme ça, ma ligne de mouillage est prête pour faire face à ce qui va arriver. Si je me dis, oula, je suis dans un endroit où on va se prendre un début de tempête tropicale, on va prendre du force 8 ou 9, je fais 8 à 9 fois la hauteur d'eau, même si aujourd'hui c'est tranquille et que 3 fois tiendrait largement. J'anticipe, je prépare mon installation avec la hauteur d'eau que je connais, et avec le coefficient multiplicateur le plus défavorable que je puisse raisonnablement utiliser. Ça veut dire que en temps normal, on va embarquer une grande longueur de chaîne. Classiquement, sur un bateau comme celui-ci, le chantier naval Outre-mer propose à ses clients 100 mètres de chaîne. Là, le diamètre des maillons, c'est du 10 mm. Sur Jasma, mon monocoque précédent, certains le savent, j'avais 100 mètres de chaîne de 12. C'est beaucoup. 100 mètres de chaîne de 12, ça fait 330 kg très exactement. Sur Tiama, on est deux à avoir fait le même choix, au moins. J'ai choisi 50 mètres de chaîne de 12 seulement. Donc la chaîne plus grosse que ce que proposait le chantier naval,
mais 50 mètres seulement au lieu de 100. Au niveau poids embarqué sur le bateau, c'est à quelques dizaines de kilos près, c'est pareil, ça ne change rien. L'avantage, c'est que quand je vais mouiller, mettons mes 50 mètres de chaîne dans l'eau, comme c'est le cas aujourd'hui, j'ai mes 330 kg qui reposent au fond de l'eau et une chaînette avec beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité à emmagasiner d'énergie, parce que les 3,3 kg par mètre de longueur de chaîne, il faut quand même les déplacer. Le vent, la houle, il leur faut beaucoup d'énergie pour ça. Mais si je mouille profond, il me faut malgré tout une grande longueur de ligne de mouillage. Mes 50 mètres de chaîne ne vont pas suffire. Ma chaîne, elle va être comme ça et l'encre va s'arracher simplement sous la tension qui n'est pas assez horizontale. Donc j'ai fait rallonger les 50 mètres de chaîne par 50 mètres de câbleau, le diamètre qui va bien pour passer dans les équipements. Du câbleau en polyester, donc c'est un textile très très solide, non extensible. Ce diamètre-là, il a la même résistance que la chaîne, en fait, il doit faire 20. Sur Jasmin, j'avais du 22. Et donc, je peux dérouler jusqu'à 100 mètres de ligne de mouillage. En gros, c'est dans 10 mètres de fond, je peux faire face à presque une tempête, en étant certain, si on peut l'être, que le bateau ne va pas décrocher. Voilà les calculs, je vous rappelle, moi j'ai préféré avoir une chaîne un peu plus grosse pour mon bateau, pour avoir plus de poids au fond de l'eau en temps normal, près de mon ancre, pour être sûr de tirer sur l'ancre à l'horizontale, c'est bien mieux. Avoir moins de longueur de chaîne et prolonger ça par un câbleau solide en polyester non extensible, j'y reviens, qui va avoir le même rôle que la chaîne et lui permettre de faire sa chaînette, ce qui me permet de mouiller plus ou moins profond. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mouiller plus ou moins profond, c'est une vaste question. Il est d'usage, par exemple, sur un catamaran, là on a 1,20 m de tirant d'eau, il est d'usage pour beaucoup, quand les temps sont calmes, au Tuamotu par exemple, de mouiller dans 2 mètres de profondeur. Ça suffit, il reste 80 cm sous les safrans, il n'y a pas de marée au Tuamotu, ça suffit amplement. Beaucoup de plaisanciers mouillent dans 3-4 mètres parce qu'ils sont pas loin de la plage, c'est plus sympa, on a moins à ramer ou moins à nager ou moins de temps de traversée avec l'annexe pour aller se mettre à la plage ou aller faire les courses. C'est un bon choix. En ce qui me concerne, je préfère mouiller dans plus profond. Là, ici, c'était pas possible. Les profondeurs à utiliser ici à Corralejo, il faudrait être à 2 km au large pour avoir plus de 6-7 mètres de profondeur d'eau. Donc, ça ne sert à rien. Mais quand je le peux, c'est une question de préférence. Je préfère mouiller dans 8-10 mètres de profondeur d'eau que dans 3-4. Pourquoi ? Alors, l'explication, elle est contre-intuitive, mais elle est facile à comprendre. Quand vous avez de la houle, des vagues qui se développent parce qu'il y a du vent. Alors, on n'oublie pas, le mouillage, ça sert à absorber l'énergie des vagues et du vent en cas de problème. Quand vous avez, mettons, je vais simplifier, 1 mètre de houle qui se balade, quand vous êtes sur 10 mètres de profondeur d'eau, vous avez 1/10 de votre profondeur seulement de va-et-vient. C'est-à-dire que votre ligne de mouillage, la chaînette, elle va peu bouger. Elle va avoir un petit mouvement et votre bateau il va être tranquille. Si vous êtes dans 3 mètres d'eau, parce que vous aviez la place, le même mètre de houle, déjà il va avoir pris un peu d'amplitude parce qu'il y a moins de fond et que l'énergie va se dissiper, la vague va monter. C'est pour ça qu'on avait des déferlantes derrière Tiama la semaine dernière. Donc vous allez avoir facilement 1,20 m, 1,50 m, c'est plus embêtant, mais gardons le même mètre. 1 mètre sur 3 mètres de fond, c'est 1/3 d'énergie. C'est-à-dire que votre mouillage, lui, il va bouger énormément simplement par la houle. Si vous n'avez pas mis une grande longueur de chaîne, vous avez un fort risque de décrocher. Donc quand il fait très beau pendant plusieurs jours ou pour l'après-midi, mouiller dans 2-3 mètres d'eau pour un kata, c'est super. Quand on reste là une semaine, 2 semaines, un mois, ce qui nous arrivera certainement, c'est mieux de mouiller plus profond. C'est contre-intuitif, mais c'est une grande sécurité. Peu de gens le font. C'est beaucoup plus confortable, la houle a moins d'impact, même le vent nous fait moins bouger, on a moins de roulis, enfin c'est que des avantages, on est juste un peu plus loin de la plage et on s'en fout.
Bon, le dernier point essentiel que beaucoup de gens oublient, c'est que voilà, on a l'ancre, on a la chaîne, on a la taille de la chaîne, on a la longueur de la ligne de mouillage, on connaît tout ça très bien, c'est super. Maintenant, il y a un dernier point, je vous ai dit, tout ça doit faire face à des rafales, des sautes de vent, des accélérations, du mauvais temps, de la houle éventuellement. Comment faire en sorte de ne pas abîmer le matériel, de ne pas décrocher l'ancre? C'est simple, on va libérer la tension sur le bateau en attachant la chaîne avec un cordage. Techniquement, on appelle ça une main de fer, c'est-à-dire c'est un crochet en fer en général qu'on met sur la chaîne, qui est attaché avec un bout de cordage, le bout de cordage étant attaché sur un point solide sur le bateau, et à partir de là, on peut libérer la chaîne du guindeau, du barbotin, de la poupée qui fait dérouler ou enrouler la chaîne, ce qui fait que s'il y a le moindre problème, la moindre surtension, c'est ce cordage solide qui va encaisser plutôt que d'arracher le guindeau dans le pire des cas. Et pourquoi c'est une mauvaise chose de pratiquer comme ça? C'est très simple. C'est que la patte d'oie, son rôle principal, ça n'est pas d'éviter d'arracher le barbotin, ça arrive quasiment jamais, ça arrive quand on est en tempête et qu'on n'a pas prévu. Non, non. Le bout de textile, de cordage que l'on va fixer sur la chaîne, il sert d'amortisseur au sens comme dans une voiture. Vous savez tous ce qui se passe dans une voiture quand on n'a plus d'amortisseur, enfin ceux qui ont eu des vieilles voitures le savent. Le moindre chaos, la voiture, elle rebondit, et plus elle rebondit, plus les effets s'amplifient, et c'est des coups à sortir de la route. Pour un bateau mouillage, c'est pareil, si vous prenez de la houle ou des rafales de vent, le vent qui monte tranquillement, ça va, il n'y a pas de souci, ce sont les rafales qui sont préjudiciables. Ça peut être 50% de la vitesse du vent en quelques secondes qui vont monter. Le câbleau, on appelle ça le câbleau en fait, lui il va servir d'amortisseur. La règle, c'est simple, on prend un textile élastique. Élastique, je m'entends, hein, c'est pas d'élastique de sous-vêtements. C'est un textile qui va pouvoir s'allonger sous la charge. Il y a un textile qui sert à ça, c'est le polyamide. On le connaît sous le nom de nylon. Le polyamide, sous forte charge, il peut augmenter sa longueur de 20 à 30%. C'est-à-dire qu'il va subir une grande élongation s'il y a une grosse rafale de vent, sans pour autant que la chaîne elle-même ne se soit tendue plus. Et dès que la rafale va baisser, il va restituer l'énergie en redonnant sa longueur, et le bateau va faire des petits mouvements de va-et-vient simplement parce que le câbleau aura servi d'amortisseur. On comprend bien que si on est sur une grande ligne de mouillage ou des zones où les rafales peuvent être puissantes, il faut une grande longueur de câbleau. Il y a des tableurs Excel, des livres qui expliquent tout ça, je les ai tous étudiés, j'ai déplombé les tableurs, j'ai fait les calculs, j'ai vérifié. C'est un peu compliqué pour le commun des mortels. La règle, c'est, j'en déduis que 50 mètres de chaîne, ça suffit amplement. En revanche, il pourrait nous arriver d'avoir 15 ou 20, voire 25 mètres de câbleau pour amortir le rythme. Sur un monocoque, sur Jasmin, il m'est arrivé de mettre 15 mètres entre un taquet arrière et l'avant du bateau. Mais j'en avais pas l'utilité, mais c'était pour voir. J'avais fait une petite vidéo qui montrait l'allongement, c'était intéressant. Sur Tiama, c'est un catamaran, ce sont des pattes d'oie qu'on utilise, je vous montre ça. Bien, alors il y a un peu de vent, on va essayer de parler proprement. L'installation de Tiama, je vous ai parlé tout à l'heure de la prolongation de la ligne de mouillage. Là j'ai 50 mètres de chaîne dans l'eau, donc c'est prolongé par le câbleau en polyester, c'est du 8 aurons, c'est tressé, c'est joli comme tout, c'est très solide. Ça coûte pas très cher et ça se change facilement. Le câble va dans l'eau et le point d'attache, les 50 mètres, ils sont au bout de la patte d'oie ici. La patte d'oie, c'est moi qui les ai faites ici, elles sont donc en câble, c'est du 3 taurons, c'est du polyester, c'est moi qui ai fait les épissures sur cosse épicée. Et là, c'est attaché par une manie textile en Dyneema de 8 que j'ai faite moi-même aussi sur les anneaux qui sont livrés par le chantier naval. Et là, cette patte d'oie, j'ai deux brins de 7 mètres qui donc m'absorbent les chocs. On voit que ça prend plus ou moins l'eau. Je ne sais pas si ça se voit sur la caméra, mais ils ont commencé à verdir parce que l'eau est assez chargée ici. Là, les brins sont assez tendus. En fait, je ne peux pas tirer dessus, mais le bateau est bien équilibré, il est pile dans l'axe, mes deux brins sont tendus, c'est assez rare. C'est-à-dire qu'on n'a pas de courant actuellement, on a le vent de face,
et on doit avoir l'ancre quelque part devant probablement. S'il y avait une rafale, hein, en théorie, qu'est-ce qui se passerait? Ce sont les deux brins de la patte d'oie qui s'étendraient un peu de 10 cm, 20 cm, 30 cm, 1 mètre, peu importe. Là, sur 7 mètres de longueur, ouais, chacun peut s'étendre de 1 mètre, 1 mètre 50. Comme là, on est sous tension sur les deux, ça donne une capacité d'amortisseur considérable. Là, vous l'avez peut-être remarqué, les pattes d'oie se sont détendues, le bateau s'est rapproché peut-être d'1 mètre. Le point d'accroche est un peu plus profond dans l'eau. On a 4 mètres 50, presque 5 mètres à ce niveau là-bas de fond. Ça, c'est la chaînette, la chaîne qui fait ces 50 mètres, donc c'est 300 et quelques kilos là-bas. C'est la chaîne qui fait son boulot d'amortisseur en premier lieu, puis la patte d'oie. C'est comme ça qu'on sécurise un mouillage. Donc une ancre de qualité, une ancre à soc de charrue inversée pour s'enfoncer dans le sable de plus en plus chaque fois qu'on tire dessus. 2, une chaîne en acier galvanisé grade 70 parce que c'est une meilleure qualité, les maillons sont beaucoup plus résistants et durent plus longtemps, et en diamètre assez important. Moi j'ai pris du 12 pour un bateau qui doit faire 15-16 tonnes, j'avais du 12 pour Jasmin qui en faisait 28, hein. Le 12 ici permet d'avoir beaucoup plus de poids sur la chaîne, donc j'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est 3,30 m par kilo. On a 50 mètres de chaîne, ça fait 160 kg en gros de déployer. C'est suffisant pour tirer sur la chaîne à l'horizontale. Là, je suis allé voir l'autre jour dans l'eau, les 75% de la chaîne, 80% de la chaîne sont posées au fond de l'eau. Donc j'ai prévu des conditions un peu particulières, parce qu'on a 2 mètres de plus de marée, donc il me fallait une grande longueur. On a des déferlantes là-bas, on en a le matin parfois, juste ici. Donc les conditions de mer ici sont un peu particulières. On a le vent qui est là, le vent vient de l'est, mais avant-hier soir, on avait l'étrave en face là-bas, donc ça bouge un peu dans tous les sens. Il y a des petits rochers au fond de l'eau, la chaîne fait des S en se coinçant autour des petits rochers. Donc alors ça veut dire que quand elle fait un S, la partie entre la chaîne et l'ancre est posée au fond de l'eau. C'est une grande sécurité. Mais ça veut dire que j'ai moins de longueur de chaîne pour servir de chaînette pour amortir les mouvements du bateau en cas de rafale ou en cas de houle. J'ai donc avantage à pouvoir m'appuyer et me sécuriser sur une patte d'oie. Si j'étais sur un monocoque de même taille que Tiama, Jasmin qui faisait 57 pieds, c'est à peu près la même taille, je mettrais la même ancre. Je mettrai la même chaîne, je mettrai la même longueur de chaîne dans les mêmes conditions. Tout pareil, ça change rien. Jasmin, le Jeannot 57, il faisait 10-12 tonnes de plus que Tiama. La grosse ancre lui allait bien. La même chaîne lui allait bien. Et je mettrai pour les mêmes raisons, probablement à peu près la même longueur, entre 5 et 10 mètres du même câbleau. D'ailleurs, ce câbleau-là, il était sur Jasmin. C'est lui qui m'amortissait Jasmin. Sur Tiama, j'aurais pu mettre, ça doit être du 22, j'aurais pu mettre du 20, ça suffit amplement. J'avais 150 mètres de 22, j'ai fait mes 2 pattes d'oie, j'en ai fait une très longue en cas de gros temps et une courante qui fait à peu près la distance entre les 2 points d'accroche, qui me fait un triangle un peu équilatéral, ce qui m'équilibre bien les mouvements et les tensions. Idéalement, par petit temps, il me faudrait une patte d'oie un peu plus courte pour avoir 45 degrés de traction de part et d'autre, au lieu de là on est à 60, mais ça va pas jouer beaucoup. Donc l'installation elle n'est pas compliquée, hein, je vous l'ai dit, ancre, chaîne, câbleau ou main de fer sur un monocoque, mais pas 1 mètre ou 1,50 m de câbleau, non, c'est 5-6 mètres pour vraiment servir d'amortisseur. Un bon point d'accroche. Ici, moi, j'ai pas mis de manille métallique, j'ai fait une manille textile longue pour passer en 2 fois sur une cosse épicée. Et à partir de là, quelles que soient les conditions, on peut dormir tranquille. Et c'est à ça que sert le mouillage, à dormir tranquille et à éviter de détruire le bateau en cas de mauvais temps. Voilà, j'espère pas avoir été trop long, enfin j'ai été trop long comme d'habitude.
certains d'entre vous auront peut-être appris des choses, certains d'entre vous pourront peut-être corriger certains éléments. Je suis à peu près sûr de moi sur la plupart des sujets, ça peut paraître prétentieux, mais j'y ai passé un temps considérable, je vous le redis. J'y ai passé un temps considérable. C'est pas le temps qui fait que ça justifie ce que je vous raconte, c'est que je pense avoir compris une bonne partie de tout ça. J'ai confiance pour sécuriser mon propre bateau. Vous imaginez un catamaran comme Tiama, c'est notre maison pour de nombreuses années. J'ai pas envie, quand on est dans un mouillage comme ça, sur des conditions un peu inconnues, j'ai pas envie de le retrouver échoué sur la plage ou sur le bateau derrière nous. C'est pour ça que je ne me suis pas contenté des cours qu'on trouve dans les cours des Glénans ou les bouquins de voile. J'ai été chercher les principes physiques qui sont derrière. J'ai cherché à comprendre pourquoi ce type d'encre, pourquoi cette taille de chaîne, pourquoi la longueur déployée pour la ligne de mouillage, pourquoi le coefficient multiplicateur habituel il est pas pertinent. J'ai essayé de comprendre à quoi servait la main de fer. J'ai compris à quoi elle ne servait pas. J'ai compris quelle était son utilité, donc comment la faire, comment l'installer sur un catamaran. Je vous donne un détail, quand j'ai commandé Tiama, le chantier naval Outre-mer livre tous ces catamarans avec une patte d'oie en diamètre 20, donc le diamètre du textile est parfait, en polyester. Le polyester, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous vous souvenez peut-être, c'est un textile non extensible, extrêmement rigide, très résistant, mais extrêmement rigide. Moralité, la patte d'oie qui est livrée, mais c'est pareil pour tous les chantiers navals de catamaran, la patte d'oie qui est livrée, elle sert juste à éviter que le catamaran ne fasse la queue de chien derrière sa ligne de mouillage, et ça on s'en fout, mais elle ne joue pas son rôle d'amortisseur pour éviter de faire décrocher l'ancre, d'arracher le guindeau ou d'endommager le bateau ou de s'échouer. J'ai gardé la patte d'oie qu'ils m'ont vendue, elle est pliée quelque part, elle me sert d'amarre en cas de besoin, et j'ai fait les miennes. C'est facile à faire, hein, un peu de matelotage, on apprend ça avec plaisir quand c'est pour sa sécurité. Et maintenant on a un bateau qui est bien tenu, et Béatrice, moi et Tiama, on est en sécurité. Voilà, j'espère que cette longue vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos remarques, vos conseils, vos questions. Et je peux répondre à pas mal de questions sur le sujet maintenant. Je pense que je connais bien le sujet. Je vous donnerai quelques références, ou dans le texte qui accompagne la vidéo, je vous donnerai quelques références en bibliographie ou en références techniques pour ceux qui veulent. Et puis voilà, profitez-en. Si vous en tirez des conséquences pour vous et que vous améliorez votre mouillage, c'est super. Si vous vous dites, il se prend le chou le pauvre garçon, moi j'ai 20 ans d'expérience, j'ai fait 2 tours du monde, j'ai jamais fait tout ça, votre expérience parle plus que ce que je viens de vous raconter, vous avez raison aussi. Voilà, moi il a fallu que j'apprenne, et en partant de zéro, j'ai appris quelque chose qui me donne de la sécurité et de la confiance. C'est tout ce que je demande à ma ligne de mouillage. Merci pour avoir été si patient. À bientôt. Pour éviter les problèmes, on n'est jamais à l'abri sur un mouillage, hein, pour terminer le sujet, on n'est jamais à l'abri sur un mouillage d'avoir l'encre qui décroche. En fait, elle était juste posée sur un bout de caillou, on avait l'impression que ça tenait, et puis pof, le caillou se désenclenche de son support, et l'encre se balade. Un bateau à côté qui, en installant son ancre, tire sur votre chaîne, pof, vous déplace et décroche votre ancre. On n'est jamais à l'abri d'un problème, on ne sait pas. Le vent tourne, on fait 180 degrés, l'encre va pivoter tant qu'elle peut. Le temps de se remettre proprement dans le sable, on peut se déplacer un petit peu. Moralité, nous avons tous l'utilisation d'applications sur nos smartphones, sur nos tablettes, sur nos ordinateurs de bord, d'alarme de mouillage. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Anchor, A-N-C-H-O-R, point d'exclamation, Anchor. Ça coûte 3 francs 6 sous, c'est peut-être même gratuit, je ne sais pas. Cette application marche extrêmement bien, elle utilise le GPS du téléphone. Quand on fait le mouillage, on appuie sur un petit icône qui dit voilà, je me suis positionné ici. Une fois qu'on a terminé, on définit un cercle de sécurité autour de l'endroit présumé où est l'encre.
Avec le doigt, on peut déplacer l'ancre si on avait oublié de le positionner correctement. On vérifie un petit peu. Et cette application nous fait un petit tracé en permanence, en temps réel, de la position du bateau par rapport à son ancre. Si on sort de la zone de sécurité, mettons j'ai mis 30 mètres de chaîne, j'ai mis un cercle de sécurité à 35 mètres, si le bateau sort de ce cercle-là, quel que soit l'endroit où il sort, on a pu tourner autour de l'ancre. Ça gueule, mais ça gueule. Ça réveille en pleine nuit. Moi, j'ai un vieil iPhone qui ne me sert qu'à ça, qui est branché sur secteur, donc j'ai pas de problème de batterie, il est toujours opérationnel, il est jamais en veille. En permanence, alors à chaque fois qu'on passe sur la table à cartes, on jette un petit coup d'œil sur le graphique de notre position et on voit qu'on fait un petit arc de cercle autour de l'ancre. Et ben, ça veut dire qu'on se balade gentiment et proprement. De temps en temps, on a le téléphone qui carotte un petit peu sur sa position GPS, qui nous décale de 5-6 mètres et puis qui revient à la position initiale. Ça peut être suffisant pour déclencher l'alarme, donc on a rarement, une fois par semaine peut-être, on a une fausse alarme. En revanche, cette application, elle est énorme pour la tranquillité d'esprit et la sérénité. Si ça gueule alors que vous êtes en train de dormir ou de manger, que vous êtes en train de vous reposer ou de lire sur le trampoline ou la plage arrière de votre bateau, si ça gueule, vous sautez, vous allez voir, qu'il y a les plongeurs qui rentrent, il doit y avoir Béatrice, vous allez voir ce qui se passe et vous faites un avis. Si ça se décale tranquillement, gentiment vers le large, vous avez le temps de réagir, de démarrer les moteurs, d'enlever la patte doigt, de remonter la main de fer, de remonter l'ancrage, de vous repositionner. Si ça va vers la plage, vous avez moins de temps, mais il faut faire la même chose. Mais dans tous les cas, vous êtes informé. Il est d'usage, quand on a posé son mouillage, de prendre des repères autour de soi. On aligne le clocher de l'église avec le bout de la jetée, et puis on regarde, est-ce que ça bouge, est-ce que ça bouge pas? Ça bouge pas, potentiellement on est stable. On regarde de l'autre côté, tiens, le bout de la jetée avec le volcan sur Lanzarote là-bas, est-ce que c'est stable? Oui, non, bon, ça présume que notre bateau ne bouge pas. Ça, c'est quand on s'installe, quand on fait le mouillage, quand on pose l'ancre, qu'on déploie la chaîne, qu'on installe la patte doigt ou la main de fer. Voilà, ça y est, on est posé, on vérifie que tout va bien et que ça dérape pas. Mais une fois que c'est fait, on n'est pas à l'abri 2 heures après, un jour après, une semaine après. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Application d'alarme de mouillage nécessaire, je ne saurais trop la conseiller. Et ça marche. Alors, il lui faut une connexion internet pour avoir les fonds de carte, pour savoir où se trouve le trait de côte, le port, les choses comme ça. Mais si on n'a pas internet, on s'en fout. Ça fonctionne quand même, puisqu'on a la position GPS et le tracé de l'arc de cercle des positions itératives du bateau. Donc, internet ou pas, on s'en fiche. C'est une chose qui est aussi nécessaire que l'ancre, la chaîne et la patte doigt.